Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat pour la séance cet après-midi des questions d'actualité au gouvernement. Parmi les sujets qui vont être abordés par les sénateurs, eh bien l'affaire Fillon, ce sera la première question. Elle sera posée par le sénateur UMP Philippe Dallier. Alain Gournac, toujours pour l'UMP, interpellera lui le gouvernement autour de la pause fiscale. Du côté du groupe socialiste, eh bien c'est le sénateur Philippe Kattenbach qui interrogera le gouvernement sur la situation des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Également une question sur l'amélioration des aides sociales. Une question du sénateur non inscrit Jean-Louis Masson qui fait sans doute suite à la décision de la Cour de justice européenne. Avant de suivre cette séance en direct sur notre antenne, on reçoit Jean-Marie Le Guen, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc avant de suivre cette séance, un petit tour d'actualité aujourd'hui avec un peu de friture sur la ligne gouvernementale autour des impôts ce matin. On a pu entendre le ministre du Budget, Christian Eckert, qui semblait remettre en question la pause fiscale annoncée par le président de la République la semaine dernière. Alors est-ce que la porte est définitivement fermée à toute augmentation des impôts en 2015 ? Je crois qu'il a eu l'occasion de préciser, parce qu'il y avait des interprétations, donc il a précisé l'interprétation qu'il fallait retenir de ses propos. Il a confirmé, bien évidemment, les engagements du président de la République et du Premier ministre sur l'idée qu'il n'y aurait aucune augmentation d'impôts l'année prochaine et l'année suivante. Donc je vous le confirme tout à fait. Mais est-ce que François Hollande n'a pas été imprudent en annonçant cette pause fiscale jeudi dernier ? Quand on voit par exemple la surtaxe de 20% sur les résidences secondaires. Mais ce n'est pas d'abord une surtaxe qui s'adresse à tous les Français, et non seulement ça, elle s'adresse à une toute petite minorité de Français, un certain nombre de contribuables étrangers qui ont par exemple à Paris des résidences secondaires. C'est une mesure qui n'est pas de nature fiscale, c'est essentiellement une mesure de régulation de l'immobilier dans les zones hyperdenses, Paris intramuros, etc. Qui concerne qui? Des gens qui ont des résidences secondaires, c'est-à-dire une très petite minorité de personnes. Donc il pourrait y avoir des résidences secondaires dans Paris, dans les zones denses. Donc à l'occasion de l'examen du PLF pour 2015, du projet de loi de finances, il pourrait y avoir comme ça d'autres petites taxes qui pourraient fleurir et qui ne concerneraient pas l'ensemble des citoyens. C'est une taxe ce n'est pas une taxe, c'est la possibilité pour les municipalités qui le souhaitent. Et donc il faudrait savoir ce qui est possible. Ce n'est pas l'État qui décide et ce n'est pas l'État qui bénéficie. Ce sont des municipalités qui éventuellement, et des municipalités de différents horizons politiques, qui souhaitent, pour des raisons de bonne gestion du parc locatif de leur commune, pouvoir essayer de relativiser la présence de résidences secondaires, de façon à ce que... Vous avez aujourd'hui des villes sur un certain nombre de côtes très prisées où il y a 40-50%, et parfois dans certains quartiers de Paris aussi, 30 à 40% des habitations qui sont vides pour l'essentiel toute l'année et qui contribuent à la spéculation immobilière. C'est quelque chose qui nous concerne, qui concerne beaucoup de Français qui considéreront donc que c'est important d'avoir des mesures qui essayent de réguler ce marché. Pour revenir quand même à la déclaration de Christian Eckert, puis après on passera à autre chose ce matin, pourquoi tout de même a-t-il remis en cause la parole présidentielle? Je pense que si vous voulez, s'il l'avait remis en cause, il l'aurait dit. Il y a eu des interprétations qui ont été faites. Il a d'ailleurs fait, je crois, il y a eu une communication à l'AFP où il explique qu'il est bien évidemment dans la confirmation de la politique présidentielle. Est-ce qu'il y a quand même encore une stratégie vis-à-vis de Bruxelles qu'il faut séduire pour emporter définitivement son adhésion? Non, nous avons dit et nous avons fait cette année que nous n'essaierons pas d'aller, pour des raisons à la fois, j'allais dire, de limitation de la pression fiscale, mais aussi pour des raisons économiques. Nous ne souhaitons pas résoudre les problèmes du déficit par une augmentation de la pression fiscale. Voilà, nous en restons là et nous avons surtout baissé les impôts cette année, ce dont vous pourriez à nouveau m'interroger, à savoir que 9 millions de Français verront leurs impôts... Je savais que vous alliez en parler tout ça. Voilà, 9 millions de Français verront leurs impôts, sur notamment la première tranche d'impôt sur le revenu, ils seront dispensés de tout impôt sur le revenu. C'est-à-dire que concrètement, les impôts baissent pour une partie importante de nos concitoyens, des couches moyennes. Mais il y a encore des crédits à trouver. Alors, est-ce que le budget de la défense va être touché? Et en tout cas, il manquerait un demi-milliard d'euros pour ce budget de la défense dans le PLF 2015. Est-ce que là aussi, pourtant, on avait compris que le budget, la loi de programmation militaire serait sanctuarisée? Il y a une opération qui est tout à fait classique, à savoir que vous savez qu'étant donné que la France est particulièrement engagée sur différents champs
de présence de nos armées à l'étranger. On a ce qu'on appelle les opérations extérieures. Le budget des opérations extérieures est plus important que celui qui avait été prévu initialement. Et donc la charge de ces opérations extérieures, au lieu d'être prise en charge par le ministère de la Défense et par lui seul, est prise en charge par l'ensemble des ministères. Et donc il y a un appel de solidarité de tous les ministères à la participation des opérations extérieures. Mais là aujourd'hui, donc vous nous dites que le budget de la Défense va être sanctuarisé, il ne bougera pas, l'armée aura ses 31 milliards. L'armée sera traitée exactement comme les autres ministères, avec l'idée de la confirmation. Ça veut dire avec quelques pertes alors. Il va y avoir des régulations budgétaires, c'est pas forcément des diminutions de crédit, mais des régulations budgétaires, mais qui font qu'il y aura de toute façon la sanctuarisation des dépenses de la loi de programmation militaire, ce qui est le choix qui a été fait par le président de la République et confirmé par le Premier ministre. Est-ce qu'à l'occasion de cette discussion qui débute au Parlement sur le projet de loi de finances pour 2015, vous sentez que le ras-bol fiscal est toujours aussi important dans ce pays ? Non, je pense qu'il y a une interrogation effectivement sur la dépense fiscale, dans la mesure où ces 6 dernières années, il y a eu une pression fiscale trop importante avec une interrogation sur quelle est la bonne utilisation de cet argent. Donc il faut en tenir compte et nous avons de toute façon un niveau de prélèvement obligatoire qui est important, sans doute trop important dans notre pays. Donc de toute façon, nous devons accroître une sorte de décrue. Autre chose est la justice en matière fiscale, c'est-à-dire qui doit rémunérer, qui doit payer les impôts. Là aussi, je pense qu'il faut quand même se rappeler que... Là, vous avez l'impression d'avoir établi un certain équilibre. Oui, une justice qui d'ailleurs, on peut en discuter, effectivement, puisque 75% de l'augmentation de la dépense fiscale s'est fait sur les 20% des Français les plus riches. On peut considérer, c'est un débat que j'admets parfaitement, qu'il y a cette partie supérieure des Français paye est soumise à trop d'impôts. C'est aussi, je parle de, en tout cas... Donc un ras-le-bol fiscal quand même. Non, mais 20%, c'est pas 100%, si vous voulez. Il y a 50% des Français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Il y en a un tiers qui vont supplémentaires, qui vont avoir une baisse d'impôt cette année. Donc voilà. Mais par ailleurs, je n'entends pas ni dans les assemblées ni dans l'opposition de vision très claire de la baisse de la dépense publique qui permettrait effectivement d'avoir une baisse de la pression fiscale. On l'a dit, pause fiscale au niveau national, mais est-ce que du coup, il va y avoir d'augmentation des impôts au niveau local avec la baisse des dotations de l'État, les transferts de dépenses également? Est-ce que là, il n'y a pas un peu d'hypocrisie dans le discours du gouvernement finalement? Si vous voulez, si on demande une baisse du budget de l'État, il faut bien la prendre sur les chapitres, sur les différents chapitres, dont la dotation globale de fonctionnement en direction des collectivités territoriales. Maintenant, si les mêmes qui prêchent à Paris l'idée qu'il faut diminuer la dépense sont en train de prôner... Ne sont pas reliés au niveau de la province. Voilà, prônent dans leur province en disant qu'il faut l'augmenter, il y a une certaine forme de contradiction. Mais ce n'est pas la contradiction du gouvernement, c'est la contradiction de ceux qui disent quelque chose à Paris ou dans les médias différent de ce qu'ils font au plan local. Il y a un rapport cette semaine au Sénat qui souligne que 10 à 15% des collectivités territoriales seraient en situation d'insolvabilité. C'est un rapport du sénateur UMP Philippe Dallier. Est-ce que vous craignez un risque de faillite importante dans les collectivités? Non, je ne crois pas. D'abord, ce n'est pas possible. Ensuite, je ne crois pas que la situation décrite, il peut y avoir des difficultés. Et de toute façon, nous sommes bien d'accord. Je pense que le discours qui vaut pour l'État central vaut pour les collectivités territoriales. Il faut essayer de diminuer un certain nombre de dépenses de fonctionnement. Il faut mutualiser un certain nombre de supports. C'est pourquoi d'ailleurs nous faisons une réforme territoriale de façon à mutualiser les dépenses et ne pas laisser s'accumuler des dépenses qui ne sont pas toujours nécessaires dans les collectivités territoriales. Sur l'affaire Jouyet et Fillon, puisque ça va être la première question lors de la séance des questions d'actu cet après-midi au Sénat, pourquoi François Hollande maintient Jean-Pierre Jouyet comme secrétaire général de l'Élysée? Et pourquoi il ne le maintiendrait pas? Cette question est tout à fait surprenante, alors que par ailleurs certains demandent la démission de l'un, de l'autre, etc., pour faire oublier en vérité que les seules affaires qui aujourd'hui ont une matérialité, une importance forte sur la démocratie, ce sont les affaires qui concernent la campagne du candidat Nicolas Sarkozy, ce sont les affaires Big Malion s'agissant du financement de l'UMP, c'est le problème du fait que les adhérents de l'UMP ont été amenés à payer l'amende qu'aurait dû payer M. Sarkozy. Ce sont tous ces sujets-là qui sont aujourd'hui devant la justice et qui font débat. C'est donc un mensonge secondaire de la part de Jean-Pierre Jouyet, comme le dit Claude Barthelone aujourd'hui? Je ne suis pas sûr que ce soit un mensonge. Je pense qu'il faut garder aux mots toutes leurs valeurs, parce que sinon, on n'est plus tout à fait Erreur dans la capacité. d'appréciation alors de Claude Barthelone quand il parle d'un mensonge même secondaire de la part de Jean-Pierre Jouyet?
Écoutez, peu importe, je dis simplement que cette affaire n'existe que par rapport à d'autres affaires qui, elles, sont devant la justice. Alors, comme on parle de Claude Barthelone, il y a une mission qu'il va conduire sur l'avenir des institutions à l'Assemblée nationale, mais aussi il a demandé la participation de 2 sénateurs, ce qui a fait grincer pas mal de dents ici à la Haute Assemblée, puisque le groupe UMP du Sénat a dit mais pourquoi seulement 2 sénateurs? Nous, on va boycotter cette mission sur la réforme des institutions. Comment est-ce que vous comprenez ce coup de sang du groupe UMP ici au Sénat? Écoutez, c'est un rapport sur lequel moi je ne me prononce pas. C'est le rapport entre les 2 assemblées, c'est les rapports entre Claude Barthelone et le groupe majoritaire ici au Sénat. Voilà, c'est une initiative qui est prise par le président de l'Assemblée. Elle est appréciée avec comme... un peu de maladresse, en ne faisant pas peut-être une part Non, plus importante aux sénateurs. Je pense qu'il n'y a pas de maladresse à avoir. Il fait des propositions qui sont celles qu'il croit bon de prendre et le Sénat accepte ou n'accepte pas les propositions qui sont faites. En tout cas, ça ne concerne pas le gouvernement. Dans son dernier livre, Claude Barthelone, il veut la suppression du Sénat. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Rassurez-moi. Pourquoi vous avez besoin d'être rassuré personnellement? Mais non, moi personnellement, je me suis toujours prononcé. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises pour le bicamérisme. Et d'ailleurs, je trouve que le fonctionnement aujourd'hui entre l'Assemblée nationale et le Sénat se passe plutôt bien. J'espère que ça va continuer. Vous êtes plutôt satisfait des premiers pas du Sénat de droite? Je trouve que les choses se passent bien de façon républicaine. Voilà, alors on n'en est qu'au tout début, donc j'espère que cela va continuer. En tout cas, je pense que le gouvernement a fait des efforts particuliers. Vous pensez au discours de Manuel Valls, par exemple? Je pense au discours de Manuel Valls, je pense à l'ordre du jour, les questions d'agenda. Nous avons été très soucieux d'écouter ce que disent la majorité sénatoriale, les sénateurs d'une façon générale. Et donc, je pense que nous avons pour l'instant, cela fonctionne bien et que cela avance bien. Entente cordiale qui devrait se poursuivre. Je l'espère. Une dernière question peut-être juste sur Jean-Noël Guérini. On entend la sonnerie qui retentit, je vais vous libérer dans 2 secondes. À quelques mois des départementales, il lance son parti anti-PS. Il y a 22 conseillers généraux sortants des Bouches-du-Rhône PS qui le soutiennent. Est-ce qu'ils peuvent rester au Parti socialiste? Écoutez, là encore, ce n'est pas dans mes attributions, donc il faut voir ça avec le Parti socialiste. Pour le reste, mais quel est votre point de vue? Mais mon point de vue n'est pas un point de vue qui regarde le Parti socialiste. Moi, je regarde simplement le fait que M. Guérini n'est pas aujourd'hui au groupe socialiste au Sénat, qu'il n'a pas eu du tout l'imprimature du Parti socialiste, qui s'est présenté d'ailleurs contre les listes du Parti socialiste. Donc je ne vois rien de surprenant dans les informations qu'aujourd'hui il dit. Par ailleurs, je pense qu'il ne faut pas donner plus d'importance à cette initiative peut-être politique qu'elle n'en a. Merci beaucoup Jean-Marie Le Guen d'être venu en direct sur notre plateau. Je vous laisse rejoindre tout de suite l'hémicycle du Sénat. Merci d'être venu, je vous laisse y aller, puisque cette séance des questions d'actualité au gouvernement va démarrer d'ici quelques minutes dans l'hémicycle du Sénat. Alors je vous rappelle les principales questions cet après-midi qui vont être posées par les sénateurs. On va commencer avec une question du groupe UMP. C'est Philippe Dallier qui va interroger le gouvernement sur l'affaire Fillon-Jouillet. Et c'est le Premier ministre Manuel Valls qui devrait lui répondre. Donc ça, c'est pour la première question. Parmi les thèmes d'actualité importants qui vont être abordés cet après-midi au Sénat, une question toujours du groupe UMP autour de la pause fiscale. Et là, c'est Michel Sapin, le ministre des Finances, qui devrait répondre au sénateur Alain Gournac. Le socialiste Philippe Kattenbach, je vous le disais tout à l'heure, pose également une question autour des sociétés concessionnaires d'autoroutes. C'est Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qui va lui répondre. Et puis parmi les autres thèmes d'actualité, eh bien, il y aura une question du groupe UDI, une question du nouveau sénateur Loïc Hervé sur la politique spatiale européenne, et notamment cette question portera sur le robot Philae. Là, c'est Najat Vallaud-Belkacem qui devrait lui répondre. Parmi les autres thèmes importants de la semaine, eh bien, il y a cet accord entre la Chine et les États-Unis sur le climat et puis sur l'impact de cet accord entre la Chine et les États-Unis sur la conférence climat à Paris en décembre 2015. Et là, c'est le socialiste Jean-Jacques Filleul qui va interroger le gouvernement. C'est Laurent Fabius
Phébus, qui est en charge pour le gouvernement de ce dossier Paris Climat 2015 qui va répondre aux sénateurs. Il y aura également 2 questions concernant les aides sociales qui sont importantes ici au Sénat parce qu'elles sont traitées par les départements et qu'il y a beaucoup de représentants des départements au Sénat. Et donc il y aura une question sur ces aides sociales concernant le RSA et puis une autre question du sénateur non inscrit Jean-Louis Masson sur l'amélioration des aides sociales à la suite d'une décision de la Cour de justice européenne. Voilà, on le voit sur ces images et bien dans l'hémicycle du Sénat, tout le monde s'installe, le banc des ministres s'est rempli, le président de séance est installé au plateau du Sénat et donc ces questions d'actualité vont commencer d'ici quelques instants. Voilà, la cloche retentit. Je vous laisse avec Gérard Larcher. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je voudrais rappeler que l'auteur de la question, de même que le ou la ministre, pour sa réponse, dispose chacun d'un maximum de 2 minutes 30. Et la parole est immédiatement à notre collègue Philippe Dallier pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Edoui Plenel, rédacteur en chef de Mediapart, que l'on ne peut guère soupçonner de complaisance à l'égard de l'opposition, pas plus à l'égard de la majorité, je vous l'accorde, vient d'écrire il y a 2 jours « L'affaire Jouyet n'est pas une affaire Fillon, c'est une affaire Hollande ». La thèse de Mediapart se résume ainsi : cette soi-disant affaire Jouyet-Fillon ne serait qu'un contre-feu pour détourner l'attention et cacher les non-dits qui entoureraient les circonstances du décès de ce jeune manifestant dans le Tarn. La une de Libération apporte ce matin de nouveaux éléments à ce sujet. Répondant hier, lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, à 2 questions sur le même thème, vous avez, Monsieur le Premier ministre, botté en touche, rappelant votre attachement à l'indépendance de la justice. Soit. Mais, Monsieur le Premier ministre, la question n'est pas là. Il ne s'agit pas de l'affaire Big Malion et de ses suites judiciaires, que nous attendons avec impatience, tout comme vous, mais des déclarations du secrétaire général de l'Élysée, l'un des plus importants rouages de l'État. La question est bien de savoir quelle mouche a piqué M. Jouyet. De 2 choses l'une, soit il a commis une gaffe dans un moment d'égarement, prêtant à un ancien Premier ministre des propos que celui-ci a formellement démentis, version confirmée par la 3e personne assistante à ce fameux déjeuner. Soit M. Jouyet a sciemment instrumentalisé les journalistes du Monde, et je ne vois pas d'autres hypothèses. Si M. Jouyet a commis une gaffe, son honneur aurait dû lui commander de réparer le tort qu'il a causé autrement que par 2 communiqués de presse contradictoires reconnaissant de facto qu'il avait menti. Il devait aussi en tirer les conséquences, c'est-à-dire démissionner, car une gaffe comme celle-là, à ce niveau de responsabilité, ce n'est pas tolérable. S'il a sciemment tenu les propos enregistrés et rapportés par les journalistes du Monde, ce serait pire encore, car on ne pourrait y voir que la volonté manifeste de déstabiliser l'opposition, tout en focalisant les médias sur autre chose que les sujets dérangeants du moment. Monsieur le Premier ministre, je ne sais pas où est la vérité, mais que nous soyons dans l'une ou l'autre des hypothèses, les choses sont graves et vous ne pouvez pas en rester là. La représentation nationale et les Français ont le droit de savoir si le mensonge de M. Jouyet était une gaffe ou s'il était destiné à détourner l'attention, quitte à salir l'honneur de François Fillon. C'est le sens de ma question. La parole est à Monsieur Manuel Valls, Premier ministre. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Philippe Dallier, vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée de la gentillesse. Et donc, j'espérais que vous alliez ne pas oublier ce moment important. Et je me disais, en vous écoutant, autant de lecture de la presse, une question posée avec un certain talent, mais sur un tel sujet, quelle perte de temps. Et je ne changerai pas ma réponse, celle qui fut la mienne hier à l'Assemblée nationale, aujourd'hui. Parce que c'est un petit jeu, précisément, qui ne correspond en rien aux attentes des Français. Et vous ne pouvez pas, vous-même, faire référence à l'attente des Français ou la vôtre, et il appartient à la justice d'y répondre, et apporter vous-même, déjà, vous érigeant en juge et en procureur, des réponses. La justice est saisie sur ce dossier-là, elle apportera la réponse, et ni vous ni moi
allons-nous faire les commentateurs et les exégèses de je ne sais quelle pensée, de je ne sais quelle déclaration. Et pour le reste, je m'en tiens aux faits. Vous les connaissez parce que c'est quand même là l'essentiel, et je suis désolé de vous le rappeler. C'est le Conseil constitutionnel qui a rejeté les comptes de votre candidat en 2012, et cette décision s'impose et s'est imposée alors à tout le monde. Et c'est votre formation politique, à travers ses commissaires aux comptes le 1er juillet 2014, qui a saisi la justice. Et donc, c'est uniquement autour de ces faits, je crois, qu'il faut aujourd'hui s'exprimer, respecter le travail de la justice, son indépendance. C'est ce que fait ce gouvernement. Ça change les pratiques passées. Et moi, monsieur le sénateur, je m'en tiens à là. Mettez votre talent au service d'autres causes. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est maintenant à notre collègue Gilbert Barbier pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et précisément sur la recherche. Madame la ministre, comme vient de nous le rappeler le fantastique succès de la mission Rosetta, la France est en pointe en matière de recherche et d'innovation, du moins dans un certain nombre de domaines stratégiques. Les biotechnologies en font partie. Mais pour cela, pour combien de temps encore? Après plusieurs affaires similaires, la semaine dernière, un groupe d'une centaine de personnes s'est introduit dans les locaux du centre de recherche de la coopérative Limagrain pour dénoncer la recherche sur le blé transgénique. Faut-il rappeler que ce type d'action est absolument illégal alors que la recherche sur les OGM est, elle, autorisée et encadrée dans notre pays? Dans ces conditions, je crois qu'il convient aux responsables politiques que nous sommes, parlementaires et membres du gouvernement, de rappeler que l'ordre républicain commence par le respect de la loi. Il n'est pas acceptable que dans notre pays, à notre époque, l'obscurantisme puisse prendre le pas sur la recherche, sur l'expérimentation, sur la volonté de savoir. Car rien ne justifie qu'on se prive a priori des biotechnologies, sauf à céder à une vision simpliste et manichéenne. Les OGM, contrairement à ce qu'une minorité agissante essaie de faire croire, ne sont pas par nature et par définition un danger pour la santé. Justement, sans la recherche, aucune réponse ne peut être étayée, aucune incertitude ne peut être levée. Nous resterions en plein doute alors que les biotechnologies peuvent apporter une réponse à des enjeux agricoles du futur et à la faim dans le monde. Comment produire plus ou moins de ressources avec un contexte de changement climatique? Tel est le défi que tentent de relever nos chercheurs. À ce titre, il convient de rappeler que le centre de recherche occupé la semaine dernière est l'unique laboratoire français qui travaille sur les OGM adaptés à des situations de sécheresse. Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous préciser clairement la politique de la France en matière de recherche sur les biotechnologies? Le gouvernement condamne-t-il avec fermeté et sans ambiguïté toute entrave illégale à l'exercice de la recherche? Comment, en matière spatiale, êtes-vous ici aussi aux côtés du progrès scientifique et ne pas l'être de l'autre côté? C'est le succès de demain que nous recherchons. Pour répondre à la question, la parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Barbier, la recherche française, publique comme privée, est une recherche basée sur l'expertise scientifique, encadrée et qui répond en effet à des normes éthiques. C'est ainsi qu'elle peut nous éclairer et nous faire progresser d'année en année. Et de ce point de vue, on ne peut en effet que condamner les atteintes portées à des centres de recherche qui ont, je le rappelle ici, obtenu au préalable des autorisations pour exercer leurs travaux. Au sein de cette recherche, il y a en effet la recherche en biotechnologie, qui a pris ces dernières années une place prépondérante dans l'industrie française et qui joue un rôle de plus en plus important dans des secteurs aussi variés que la santé, l'environnement ou encore l'agriculture.
C'est cette recherche en biotechnologie qui nous permet de mieux connaître les causes des maladies, de concevoir, de tester ou de produire de nouveaux médicaments, de mieux capter la pollution dans l'air ou encore de protéger les végétaux. La France a la chance de se situer en la matière en 5e position dans le monde, parmi les 5 premiers donc, en recherche biotechnologique. Au niveau européen, c'est parmi les 3 premiers. Nous avons sur notre territoire 400 entreprises, 6 000 personnes employées, dont plus de la moitié d'ailleurs le sont précisément en recherche et développement. C'est une chance. L'année passée, les entreprises françaises ont ainsi engagé plus de 2,5 milliards d'euros pour faire des recherches en la matière. Et c'est une activité qui donne donc à notre pays de sérieux atouts que le gouvernement a décidé de faire fructifier. Je vous le confirme ici, nous le faisons grâce au soutien notamment des programmes d'investissement d'avenir à ce type de recherche. Nous le faisons aussi à travers notre stratégie nationale de recherche qui définit les priorités que nous nous fixons pour notre pays. Eh bien, en concertation avec les autorités académiques, avec la représentation nationale aussi, avec les acteurs socio-économiques, nous avons décidé que les biotechnologies feraient l'objet d'un soutien tout particulier. C'est pour cela que des appels d'offres de l'Agence nationale pour la recherche sont lancés et qui se déclinent ensuite dans des contrats d'objectifs pour les organismes de recherche. Monsieur le sénateur, vous l'aurez compris, accompagner les chercheurs, accompagner les entrepreneurs sur ce sujet, nous savons que c'est contribuer au développement et à la compétitivité de notre pays. Merci. La parole est maintenant à Madame Marie-Christine Blandin pour le groupe écologiste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics. Elle ne porte pas sur la pertinence des économies ou de l'austérité, c'est un autre débat, mais sur la rationalité de la mise en œuvre. Par des lois de finances, des règlements, des contrôles, des engagements partagés, Bercy encadre une trajectoire de redressement des finances publiques. Ministères, grands opérateurs publics et même collectivités, bon gré mal gré, se mettent au pas, réduisent leurs investissements et leur masse salariale. Mais dans les faits, au plus près des réalités, on refuse des acquisitions de moyens techniques et embauches conventionnelles au DRH, ingénieurs porteurs de chantier de demain. À ceux qui ne se dérobent pas à l'exécution des chantiers émissions, on impose des expédients, louer du matériel à des tarifs prohibitifs, passer par des entreprises prestataires qui écument les CV sur Internet et les sorties d'école. Les résultats sont accablants. Le coût de location annuelle du matériel peut dépasser le coût d'achat. Les jeunes diplômés sont jetés en pâture à ceux que dans le milieu on nomme marchands de viande. De l'intelligence tarifée au jour et au prix fort pour les acteurs publics, sans perspective professionnelle pour les uns, sans compétences durables pour les autres. Vos services, Monsieur le Ministre, disposent-ils d'évaluation des coûts induits par ce genre de pratiques qui interpellent le bon sens? Ces pratiques sont-elles exceptionnelles ou structurelles? S'agit-il de glisser de l'investissement vers le fonctionnement? Comment pouvez-vous agir afin que la recherche d'économie voulue par Bercy n'inscrive pas, d'une part, la précarité de l'emploi dans un mode banal de fonctionnement, ce qui désespère la jeunesse diplômée, et d'autre part, n'engendre pas un gâchis d'argent public qui scandalise les observateurs, un peu comme c'est le cas des PPP, bombe à retardement si j'en crois le récent rapport sénatorial de messieurs Sueur et Portelli. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, Madame la sénatrice. Merci de cette question. Ce n'est pas Bercy qui encadre la dépense publique, c'est une volonté gouvernementale, c'est le cap fixé par le Président de la République, c'est le cap fixé par le Premier ministre. Pourquoi? Juste quelques mots sur ce point. Si nous ne maîtrisons pas nos dépenses, quel que soit le niveau, au niveau de l'État, au niveau des collectivités locales ou dans la sécurité sociale, nous n'aurons pas la capacité de continuer à diminuer nos déficits, nous n'aurons pas la capacité de financer nos priorités, comme par exemple la priorité de l'éducation ou aussi la nécessité de maintenir à un haut niveau de budget nos armées pour qu'elles puissent faire face à leurs missions. Il est donc impératif de maîtriser la dépense publique. Il faut le faire avec intelligence.
Et ces cas que vous décrivez sont évidemment des cas, je dirais, aberrants. Ça n'est pas comme ça que l'on peut... Non, mais je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais ce sont des cas aberrants. Ça n'est pas comme ça que l'on maîtrise la dépense publique. Je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples d'un certain nombre de ministères, de ministres qui mettent en œuvre une maîtrise de cette dépense publique en rationalisant, par exemple, leurs moyens immobiliers, en rationalisant leurs moyens en termes de transport, le parc automobile, en rationalisant leurs moyens en termes d'informatique, qui peuvent coûter très cher, alors qu'ils peuvent être extrêmement utiles, y compris pour améliorer les services rendus aux usagers. Il y a donc des manières intelligentes de faire en sorte que nous puissions maîtriser la dépense publique. C'est celle que nos ministères, les uns et les autres, le Bercy, comme vous dites, peut être aussi là en conseil, en appui, mais n'est jamais en décision. C'est à chaque ministère de mettre en œuvre, en fonction de ses propres priorités, de ses propres méthodes, ces économies nécessaires. Je voudrais juste terminer en insistant sur un point. Nous nous battons aujourd'hui, et je dépasse un peu votre question, nous nous battons aujourd'hui au niveau européen pour faire en sorte que, compte tenu de la situation de très faible croissance, de très faible inflation, il y ait une réorientation de la politique européenne, et tout particulièrement une réorientation en faveur de l'investissement. Je dis ça parce que vous avez décrit un danger qui serait que les économies se fassent sur l'investissement, alors qu'au contraire, nous avons besoin d'investissement, investissement public et investissement privé, sans opposer l'un à l'autre. Investissement dans nos collectivités locales, investissement dans l'État, et nous avons préservé la totalité de nos moyens d'investissement de l'État, et investissement au niveau européen, parce que c'est là qu'il y a une masse de manœuvres qui peut être utile pour faire en sorte que l'Europe, dans son ensemble, retrouve les chemins de la croissance. Merci. La parole est maintenant à Madame Brigitte Gonthier-Maurin pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame la Ministre, entre petites annonces de recrutement publiées par Pôle emploi sur Internet et multiplication de classes sans enseignants, l'actualité illustre une nouvelle fois, bien cruellement, la crise du recrutement des enseignants. La Seine-Saint-Denis payant un très lourd tribut, 450 postes vacants en primaire, soit 38 classes sans enseignants, 322 contractuels recrutés en urgence et pas de remplaçants disponibles. Après la suppression de plus de 80 000 postes et la destruction de la formation des enseignants par la droite, le gouvernement a rompu avec cette logique et s'est engagé à créer 54 000 postes d'ici 2007. Ce préalable était indispensable, mais il n'est pas suffisant car la pénurie perdure. Les postes ouverts au concours ne sont pas tous pourvus, avec en 2013 10 959 équivalents temps plein non exécutés. Les raisons: manque d'attractivité d'un métier peu valorisé, mal rémunéré, mais aussi des conditions de formation qui ne donnent pas aux étudiants les moyens de réussir le concours avec des masters cumulant stage, recherche, préparation au concours et validation du master. Résultat, une gestion dans l'urgence par à-coups, inégale d'une académie à l'autre, avec des contractuels jeunes, inexpérimentés, n'ayant ni formation ni concours pour pourvoir les postes vacants. La solution exige donc d'agir sur deux leviers à la fois. Premier levier, mettre en place de véritables pré-recrutements, ce que ne sont pas les emplois d'avenir professeurs, des pré-recrutements où les étudiants ne sont plus utilisés comme des moyens de remplacement. Ces pré-recrutements permettraient de reconstituer un vivier d'enseignants de qualité et d'assurer la mixité sociale du corps enseignant. Deuxième levier, instaurer un plan pluriannuel de recrutement par discipline, s'appuyant sur les prévisions de départ en retraite et sur les effectifs d'élèves. C'est pourquoi je vous demande à nouveau, Madame la Ministre, de mettre en œuvre cette véritable politique de recrutement. Je vous remercie. Pour répondre, la parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Gonthier-Maurin, vous évoquez le recrutement des enseignants dans notre pays. Je souhaiterais affirmer ici que c'est une des priorités majeures de notre gouvernement. Il y a bel et bien une crise du recrutement des enseignants, vous le savez. Elle a eu sa source dans la destruction massive des postes d'enseignants par la précédente majorité.
Il ne faut pas s'étonner, lorsque vous détruisez massivement des postes, de fait, vous n'incitez pas les jeunes qui commencent leurs études à se destiner au métier de l'enseignement. Ça n'est pas très compliqué à comprendre. Qu'est-ce que nous avons fait depuis 2 ans pour remédier à cela? Nous avons créé des postes, là où le précédent gouvernement en détruisait. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 22 206 postes ont déjà été créés depuis 2012. Le reste le sera d'ici 2017 où nous tiendrons bien les 60 000 postes auxquels nous nous sommes engagés. La montée en charge des créations de postes est progressive et cohérente. Budgétairement, cela se retrouve dans le budget que vous êtes en train d'examiner en ce moment même, une hausse de 800 millions d'euros qui est prévue dans le budget triennal du ministère de l'Éducation nationale, qui, je le rappelle, augmente de plus d'1 milliard d'euros sur la période qui vient. Donc première chose, les créations de postes. Deuxième chose, beaucoup de ces créations de postes, en effet, concernent ce qu'on appelle des professeurs stagiaires, c'est-à-dire des professeurs qui sont d'abord en formation parce que nous avons voulu rétablir une formation qui avait été aussi détruite. Formation pendant 2 ans avant d'être titularisés. Donc en moyenne, nous en avons 25 000 par an qui arrivent ainsi dans ces nouvelles écoles supérieures du professorat. Tant il est vrai qu'apprendre, ça s'apprend, contrairement à ce que la majorité précédente avait pensé. Je peux vous dire que nos nouvelles écoles supérieures du professorat ont un succès bien plus important que les anciens IUFM qu'on a connus ici. Nous sommes cependant vigilants à ce que vous disiez, il est des disciplines moins attractives que d'autres et c'est pour cela que je lancerai dans quelques jours à peine une grande stratégie nationale pour les mathématiques qui font partie, avec Cédric Villani, que nous avons la chance d'avoir dans notre pays, qui font partie de ces disciplines en effet qui souffrent d'attractivité. Les résultats de la politique que je décris se comptent déjà. Ainsi, en termes de candidature au concours, j'insiste là-dessus, alors qu'en 2013, on comptait 40 000 inscrits au concours de professeurs des écoles, pour ne prendre que cela, sachez que pour la session 2015 qui vient, nous sommes à plus de 70 000 inscriptions, soit 75% de plus. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Henri Cabanel pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, quelques semaines après le Salon des industries agroalimentaires et à la veille de l'ouverture du Salon Made in France, je souhaitais vous interroger sur l'action menée par le gouvernement dans ce domaine. Favoriser le rapprochement entre le lieu de production et de consommation est indispensable à un développement équilibré et harmonieux de notre modèle agricole. Nous engager clairement dans cette dynamique permettra de donner des débouchés à nos agriculteurs, de valoriser leur production, de faire vivre nos territoires, tout en répondant à une attente très forte des consommateurs. Dans cette optique, la question de Made in France et le développement des circuits courts occupent une place centrale. Étant moi-même issu du monde agricole, je sais l'opportunité que représente pour le secteur la promotion de cette thématique. Les circuits courts constituent en quelque sorte une déclinaison locale du Made in France sur laquelle les territoires peuvent peser. J'ai en tête l'action d'AgriLocal, née dans le département de la Drôme, chère à Didier Guillaume, plateforme de mise en relation entre producteurs et acheteurs publics dont j'ai pu constater l'efficacité dans l'Hérault. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer quelles sont les incitations mises en place par le gouvernement pour favoriser les bonnes pratiques en la matière et les moyens pour s'assurer que les initiatives locales et nationales soient complémentaires? Par ailleurs, pour réussir, nous avons besoin d'une action concertée entre tous les acteurs, gouvernement, collectivités, agriculteurs, industriels et distributeurs. Monsieur le ministre, avec vos collègues, vous avez contribué à un travail commun de la filière autour d'une charte relations fournisseurs responsables qui comporte un volet responsabilité sociale et environnementale. C'est une avancée bienvenue alors que les distributeurs semblaient depuis longtemps s'enfermer dans une guerre des prix, ou plutôt une guerre des marges, dont les premières victimes étaient les producteurs. Nous avons tous suivi avec attention les avancées obtenues dans la loi consommation et la loi d'avenir pour l'agriculture, toutes deux votées cette année. Des bases solides ont été posées et certaines nécessitent désormais une concrétisation réglementaire. Monsieur le ministre, pourriez-vous donc nous préciser les outils mis en place par le gouvernement pour lutter contre cette guerre des prix et comment protéger nos producteurs de pratiques commerciales dévastatrices qui mettent à mal une partie de nos agriculteurs? Merci.
Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole du gouvernement. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, vous m'avez interpellé par votre question sur deux sujets. Le premier, c'est ce qui concernait ce que vous avez appelé les circuits courts. Et vous avez d'ailleurs, à ce propos, noté un certain nombre de plateformes numériques qui existent, dont celle nommée AgriLocal, dont l'origine est la Drôme, et qui aujourd'hui concerne près de 26 départements. Il y a d'autres plateformes qui existent, qu'on a validées au niveau du ministère de l'Agriculture, pour favoriser l'offre locale par rapport à la demande locale. Et ça, c'est un sujet sur lequel il y a encore beaucoup de progrès à faire. D'ici la fin du mois de novembre, dans le cadre du Congrès des maires, nous proposerons aussi à toutes les collectivités locales un guide leur permettant d'intégrer dans les marchés publics pour l'achat, dans les cantines, dans les différents lieux de restauration publique, les critères qui permettent de favoriser un achat local par rapport à un achat qui serait simplement national. Vous avez ensuite, donc ce document sera prêt pour fin novembre, vous avez ensuite évoqué la traçabilité, l'origine France. Je vous rappelle qu'après cette crise dite des lasagnes, qui est portée sur de la viande de cheval à la place de la viande de bœuf, a été mis en place une traçabilité avec Viande de France, qui aujourd'hui se développe. Près de 20% de ce qui est vendu aujourd'hui se fait sous ce logo, avec une traçabilité né, élevé, abattu, transformé en France. Je vous rappelle que dès le mois d'avril 2015, toutes les viandes fraîches auront leur origine étiquetée sur l'ensemble des produits qui seront vendus dans toute la distribution. Toutes les viandes fraîches. Et il reste un travail à l'échelle européenne sur les produits transformés. Donc la traçabilité, le développement du local, ça fait partie d'une double stratégie que nous mettons en œuvre. Et au-delà de l'ère de Viande de France, on va mettre aussi un logo Fleur de France et je cherche à développer partout cette capacité d'identifier l'origine française des produits. Et puis, vous avez évoqué les relations avec la grande distribution, le problème qui est lié à la fois à la loi consommation, dite loi Hamon, dont les décrets sont sortis et dont l'application sera mise en œuvre dès maintenant pour faire respecter des contrats commerciaux qui ont été signés et empêcher certains acteurs de revenir sur ce qui avait pu être signé et surtout permettre de renégocier lorsque le coût de la production évolue, faisant quelquefois que les producteurs se retrouvent coincés entre le coût de l'aliment qui a augmenté et le fait que les produits vendus n'augmentent pas. Ça, c'est la loi Hamon. Deuxième point, on a organisé une rencontre, vous le savez, et on a saisi Emmanuel Macron, la haute autorité de la concurrence, pour justement vérifier ce qui s'est passé sur les regroupements sur les centrales d'achat. Ça, c'est un point très important aussi. Et troisième point, vous l'avez évoqué avec la charte du fournisseur responsable, on cherche à discipliner et à changer l'esprit des négociations, à faire en sorte qu'entre la grande distribution, l'industrie et les producteurs, on ait un autre état d'esprit respectueux de chacun des maillons de la filière. Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à Monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle concerne la politique spatiale européenne. Madame la ministre, plus de 10 ans après le lancement de la mission Rosetta vers la comète Churyumov-Gerasimenko, la journée du 12 novembre 2014 restera dans l'histoire de la conquête spatiale comme une date majeure. En effet, cette mission est la première dans l'histoire à réussir la mise en orbite autour d'une comète, à l'escorter autour du Soleil et à déployer un atterrisseur à sa surface. Les connaissances scientifiques nouvelles découlant de cette mission sont considérables, mais les enjeux sont également techniques et financiers. Le succès de la mission Rosetta est à mettre au crédit des chercheurs français et européens et mérite d'être salué ici aujourd'hui. Il se double d'un véritable engouement populaire puisque cette mission a suscité un réel intérêt chez beaucoup de nos concitoyens. Le coût de la mission a été évalué à près d'1,4 milliard d'euros. Principal contributeur avec l'Allemagne, la France a une participation globale se montant à 20% de l'enveloppe et provient des crédits du Centre national d'études spatiales. Je note enfin que dans ce programme, le concours d'entreprises majeures du secteur de l'aéronautique a été indispensable
Et je pourrais citer ici, entre autres, Alcatel Space, Astrium, EADS, Snecma ou Thomson. Madame la ministre, par-delà la prouesse technique qui provoque notre fascination unanime, quelles sont les perspectives qui s'ouvrent pour la France et pour l'Europe? Quelles sont les suites que nous pouvons attendre de ce succès pour notre économie et pour notre industrie? Je vous remercie. Merci pour cette concision. Pour vous répondre, la parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Hervé, merci pour cette question. Elle me permet de me réjouir d'abord, pour commencer, de la réussite de la mission Rosetta, à laquelle j'ai eu le bonheur d'assister hier en compagnie notamment du Président de la République. C'est une réussite qui est une première mondiale et qui témoigne de l'excellence de la recherche française, de l'excellence de la recherche aussi européenne dans le domaine du spatial, et qui nous donne franchement une énergie renouvelée pour poursuivre notre politique en la matière. J'ajouterai un mot plus personnel. Hier, en assistant donc à cette réussite, je me disais quand même qu'il y avait beaucoup d'émotions à voir cela un 12 novembre, c'est-à-dire le lendemain du 11 novembre, pendant lequel nous commémorions 100 ans après les déchirements qu'avait connu le continent européen. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons au contraire nous réjouir de la coopération que l'Europe est capable de produire en la matière. Alors, s'agissant de notre politique spatiale européenne, d'abord, il y a une importante réunion, vous le savez, du Conseil de l'Agence spatiale européenne, de l'ESA, qui se tiendra le 2 décembre prochain à Luxembourg. Toute notre énergie est concentrée sur cette échéance décisive et d'ailleurs ma collègue Geneviève Fioraso est en ce moment même à Cologne pour la préparer avec ses homologues européens. Le Conseil de Luxembourg aura 3 objets en particulier. Cela répond à vos questions. D'abord, préparer l'avenir d'Ariane et prévoir l'organisation industrielle qui soit apte à porter Ariane 6. Ensuite, la Station spatiale internationale. Et enfin, les relations entre Agence spatiale européenne et Union européenne. Concernant d'abord l'avenir du lanceur Ariane, sachez que l'Europe a réagi dès 2012 à Naples pour faire face à la montée de la concurrence américaine. C'est à cette occasion qu'on a décidé de ce nouveau chantier, Ariane 6, qui répondra mieux aux défis à venir. On va confirmer cette orientation qui doit être partagée par l'ensemble des États membres, y compris l'Allemagne. C'est ce à quoi nous travaillons en ce moment même. Concernant l'organisation industrielle, il y a eu un rapprochement, vous l'avez dit, entre Airbus et Safran. Ça permet de constituer une entité industrielle forte, chargée de développer et de fabriquer Ariane. Et ça permet de passer d'une forme de sous-traitance à une forme de partenariat entre les États et l'industrie, dans lequel ce partenariat, les intérêts des États continueront évidemment à être défendus grâce à l'expertise des agences nationales et de l'ESA. Un dernier point, la Station spatiale internationale. Nous avons acté que son exploitation se poursuivrait jusqu'en 2020. Ça nécessite un peu plus d'1 milliard d'euros. Sachez que la contribution de la France fait encore l'objet d'une négociation avec ses partenaires. Enfin, l'avenir des relations entre l'ESA et l'Union européenne, ce sera évoqué prochainement, donc je le disais, dans cette réunion qui va se tenir en décembre. L'idée, c'est que nous conservions un caractère spécifique à l'ESA, à cette agence, pour utiliser au mieux ses compétences. Merci. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Alain Gournac pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, merci. Monsieur le ministre des Finances, une question gentille qui va plaire au Premier ministre et qui intéresse tous les Français. Depuis plus de 2 ans, les déclarations du Président de la République et du gouvernement se sont succédé qui promettaient aux Français qu'il n'y aurait plus d'augmentation d'impôts. Vous avez parlé à plusieurs reprises de pause fiscale. Le Président de la République avait même promis une baisse durable des prélèvements obligatoires grâce au pacte de responsabilité. Monsieur Moscovici parlait du ras-le-bol fiscal des Français. Et puis, Monsieur le Premier ministre, ici présent, lui, d'un haut le cœur fiscal. J'ai repris. Les Français ont connu 2 années de hausse de la fiscalité sans précédent sur les ménages et sur les entreprises, presque, mes chers collègues, presque 30 milliards d'euros. Le Président de la République, jeudi dernier, a déclaré devant des millions de Français, je le cite, écoutez bien, à partir de l'année prochaine, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire sur qui que ce soit, il y aura une baisse d'impôt telle que je l'ai annoncée, il n'y aura rien au-delà de ce qui a été annoncé. Or,
Vous avez présenté hier en Conseil des ministres, dans le projet de loi de finances rectificative, une taxe sur les résidences secondaires en zone tendue. Ce qui est catastrophique, je dis bien catastrophique pour le marché immobilier. On continue. En fait, pas une semaine sans qu'une nouvelle taxe soit annoncée ou proposée comme celle des 4,8 centimes par litre sur le diesel ou bien celle sur les dividendes. Pire ce matin, votre secrétaire d'État au budget a déclaré que la fin des hausses d'impôts promises par le chef de l'État jeudi dernier n'était pas gravée dans le marbre. Mais où est passée la parole de l'État, monsieur le ministre? Gouverner, c'est prévoir, ce n'est pas cafouiller. Et à ce point-là, ce n'est du jamais vu. Vous êtes incapable de conduire les réformes structurelles nécessaires à la baisse de la dépense publique. Vous passez votre temps à vous renier, coincé entre une majorité qui n'arrive pas à abandonner ses oripeaux idéologiques et une Europe qui vous met la pression. La Commission européenne a annoncé la semaine dernière que le déficit de la France serait de 4,7 en 2016, le taux le plus élevé de la zone euro. Bravo. Pouvez-vous, monsieur le ministre, encore assurer les Français que la route à tout nouvel impôt est effectivement barrée? Et puis quand commencerez-vous de réduire sérieusement la dépense publique? Pour vous répondre, la parole est à monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénatrices et sénateurs. Monsieur le sénateur, vous avez fait des citations légèrement tronquées. Je vais vous inviter, et je vais inviter l'ensemble de cette Assemblée, tout particulièrement celle qui aujourd'hui est majoritaire et qui depuis quelques semaines, monsieur le président, grâce à vous, avait retrouvé une forme de calme et de sérénité qui me semble lui manquer cet après-midi. Mais monsieur le sénateur, venons-en au principal. De vitalité, monsieur le ministre. C'est-à-dire votre question. C'est-à-dire votre question. Regardons la vérité en face ensemble. Je vous invite à cet exercice. En 2009-2010, plus de 160 milliards de déficit de l'État. 2009-2010. Pour faire face à ce déficit historique, incroyable, d'une puissance comme jamais on l'avait connue, là oui, effectivement, comme jamais on l'avait connue, les uns et les autres, vous comme nous, avons augmenté les impôts. Vous avez parlé des 30 milliards ou presque 30 milliards d'augmentation des impôts au cours de ces 2 dernières années. Ce chiffre est exact. La seule chose que vous n'avez pas citée, c'est les 30 autres milliards qu'en 2011 et en 2012, vous aviez votés et qui ont été mis en œuvre. Et ce que nous constatons simplement, monsieur le sénateur, c'est que 30 plus 30, 60 milliards, ça suffit. Et qu'on ne peut plus aujourd'hui, comme vous avez voulu le faire et comme nous avons dû le faire, retrouver un équilibre ou aller vers l'équilibre de notre budget par une augmentation des impôts. Voilà la ligne qui est la nôtre. Alors vous ne pourrez pas, en citant telle ou telle petite taxe supplémentaire dont vous déformez évidemment l'objectif et les effets, dissimuler une autre vérité que vous allez pouvoir voir dans le projet de loi de finances pour 2015, comme vous le verrez ensuite en 2016. En 2015, les impôts, les charges qui pèsent sur les entreprises vont baisser de 12 milliards. Et ce n'est pas telle ou telle petite taxe qui va rapporter à peine 100 millions qui va pouvoir effacer les 12 milliards de baisse d'impôts en faveur des entreprises. L'année prochaine, en faveur des ménages, ce sont plus de 3 milliards de baisse d'impôts qui vont pouvoir bénéficier à ceux qui payaient de l'impôt sur le revenu tout en ayant des revenus modestes. Et ça n'est pas ce que vous décrivez, cette soi-disant taxe sur les résidences secondaires qui va dissimuler cette baisse massive pour la première fois depuis des années et des années de l'impôt sur le revenu, en particulier des plus modestes des Français. Quant à cette taxe, elle ne porte pas sur toutes les résidences secondaires, vous le savez. Elle est à la disposition des communes qui pourront le faire si elles le souhaitent, uniquement dans certaines zones qui sont des zones d'habitat très denses, où la spéculation et la rareté des logements rend nécessaire la mise en œuvre de mesures de cette nature. La parole est à notre collègue Jean-Jacques Filleul pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Oui, merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Mes chers collègues, nous avons tous conscience aujourd'hui de l'impact désastreux des émissions de gaz
à effet de serre sur le climat. Les conséquences pour les populations sont de plus en plus dramatiques. Le GIEC souligne dans l'un de ses rapports que d'ici la fin du siècle, la moyenne des températures devrait augmenter de 3 voire 4 degrés. Et si tel était le cas, les experts estiment que ce serait une catastrophe aussi grande qu'une guerre mondiale, avec des territoires dévastés, des populations obligées de fuir et des affrontements meurtriers. L'accord historique qui vient d'être conclu entre la Chine et les États-Unis sur la réduction des gaz à effet de serre est une grande étape, démontrant que le dérèglement climatique devient une préoccupation mondiale. La Chine s'engage à atteindre un plafond d'émissions autour de 2030, tout en tâchant d'y arriver plus tôt. Et les États-Unis à réduire de 26 à 28% les émissions d'ici 2025 par rapport au niveau de 2005. Cet accord entre les deux plus grands pays émetteurs de gaz à effet de serre constitue un pas politique très encourageant. Encourageant, certes, mais il faudra aller plus loin. En effet, Paris Climat 2015 devra constituer une étape décisive dans la négociation du futur accord international pour l'après 2020. Avec le projet de loi de transition énergétique pour une croissance verte, notre pays s'est déjà engagé à une réduction ambitieuse de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Il a été entendu. Au niveau européen, nous nous en félicitons, car la contribution décisive de l'Union européenne avec le paquet énergie-climat pour 2030 devrait aboutir à un nouveau modèle énergétique de développement. Monsieur le ministre, nous connaissons tous vos engagements pour la réussite de la conférence de Paris sur le climat en 2015. Comment allez-vous faire fructifier ces bonnes nouvelles lors de cette conférence? Nous savons que la France fera tout pour aboutir à un accord mondial qui répondra aux défis du changement climatique et limitera le réchauffement de notre planète. Cet accord doit être global, universel et contraignant, condition sine qua non d'un immense espoir pour les peuples. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Les sénateurs, Monsieur le sénateur Filleul, c'est vrai que la conférence de Paris en décembre 2015 sera sans doute le plus important événement diplomatique jamais organisé, puisqu'il y aura 20 000 délégués, 20 000 invités supplémentaires, et que l'objet, c'est tout simplement de permettre que la planète, d'ici quelques années, soit encore vivable. C'est évidemment un objectif très très difficile à remplir, et c'est un grand honneur pour la France d'avoir été choisie pour accueillir et présider cette conférence. Très difficile, mais comme vous l'avez fort bien souligné, l'accord qui est intervenu avant-hier maintenant entre la Chine et les États-Unis donne un espoir supplémentaire de réussir cette conférence. Les chiffres, vous les avez cités. Les États-Unis et la Chine sont les deux plus grands pollueurs au monde, suivis de l'Inde. Jusqu'à présent, ce n'est pas faire une injure que de dire que ces deux pays apparaissaient comme étant assez réticents par rapport à la réduction des gaz à effet de serre. Or, voilà que cet accord dit, du côté chinois, un maximum d'émissions à l'horizon 2030 et, comme vous l'avez dit, si possible, avant. Et une réduction à 20% des énergies propres, ce qui signifie un développement considérable des énergies propres, y compris d'ailleurs le nucléaire. Du côté américain, l'objectif est également très ambitieux, vous l'avez souligné, 26 à 28% en 2025 par rapport à 2005, et c'est chiffré dans l'accord, une perspective de moins 80% d'émissions à horizon 2050. Alors certains diront que ce n'est pas suffisant, c'est un changement considérable et qui va permettre de préparer la conférence de Paris dans de bonnes conditions. Car non seulement cet accord est intervenu, mais il doit être additionné à l'accord européen qui a été passé au mois d'octobre, qui, l'un et l'autre, exerce une pression considérable sur tous les autres pays. Alors bien sûr, il y aura des étapes intermédiaires. Il nous faut dans quelques jours à Berlin
permettre qu'il y ait un rassemblement des financements suffisant. Ce n'est pas encore fait. L'Allemagne et la France s'y sont engagés, d'autres doivent s'engager. Il faut qu'à Lima, au mois de décembre, il y ait effectivement aussi dans la COP20 un pas en avant. Mais ce qui a été fait mérite, souvent l'adjectif est galvaudé, le mot d'historique. Je pense que de cette date du mois de novembre date un tournant dans l'attitude des 2 premiers pollueurs du monde en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et je pense qu'ici, chacune et chacun peut s'en réjouir. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Philippe Mouillet pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Madame la Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre a souligné jeudi dernier, devant les présidents des conseils généraux réunis en congrès à Pau, le rôle essentiel que jouent les collectivités départementales dans la lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Il s'agissait là de paroles bienvenues, qui ne peuvent recevoir qu'un accueil favorable ici au Sénat, Chambre des collectivités et des solidarités territoriales. Mais ces paroles n'ont pas apaisé toutes les craintes des conseils généraux. Des annonces claires étaient attendues s'agissant des réformes indispensables qui doivent être menées dans le champ des minima sociaux. Au lieu de cela, le Premier ministre a annoncé la constitution d'un groupe de travail, un groupe nouveau chargé de réfléchir aux évolutions du RSA, de son mode de gestion et de son articulation avec les autres allocations. Est-ce une façon de retarder les décisions qui s'imposent? Je n'ose le croire. Aussi, je me permettrai de vous poser 3 questions précises. En premier lieu, le gouvernement envisage-t-il une recentralisation du financement et de la gestion du RSA socle? Si tel est le cas, quelles seraient les modalités financières de ce transfert? Et cette question est attendue par tous les présidents de conseils généraux. En deuxième lieu, le RSA jeune s'adresse aujourd'hui à seulement 7 882 jeunes, chiffre connu au 31 mars 2014. Le gouvernement compte-t-il élargir ses conditions d'accès? Quel sera le devenir de cette mesure et qu'en sera-t-il de son financement? Enfin, la suppression de la prime pour l'emploi a été annoncée hier en Conseil des ministres. Pouvez-vous me préciser dans quelles conditions cette suppression interviendra? Cette prime sera-t-elle fusionnée avec le RSA activité, comme le président s'y était engagé le 20 août dernier? Ou donnera-t-elle lieu tout simplement à un nouveau dispositif? Alors je vous demande, Madame la Ministre, quand pourrons-nous espérer que soient prises des conditions courageuses sur ces 3 sujets? Merci beaucoup. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Marisol Touraine, oui, merci, monsieur ministre des Affaires sociales. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Oui, pardon, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, vous évoquez les engagements et la présentation qu'a effectuée le Premier ministre à Pau il y a quelques jours, le 6 novembre dernier. Il a effectivement annoncé la mise en place d'un groupe de travail qui rassemble sur l'avenir des politiques d'insertion et la place du RSA, l'État et les conseils généraux. Et je crois que nous serons nombreux à nous accorder pour saluer le rôle tout à fait fondamental des départements, des conseils généraux, à la fois dans le soutien et dans l'insertion des personnes qui se retrouvent privées d'emploi ou sans emploi suffisant pour être insérées. Y a-t-il la volonté de la part du gouvernement de procéder à une recentralisation du RSA? C'est une des questions que vous posiez. Le groupe de travail va évoquer l'ensemble de ces enjeux. Mais nous avons besoin de réfléchir puisque, comme vous le dites vous-même, le gouvernement a engagé lui-même une évolution de sa politique. Dans quelques jours, dans le cadre de la loi de finances rectificative, sera proposée la suppression de la prime pour l'emploi. Pourquoi? Parce que ce dispositif, qui pourtant permet à de nombreux concitoyens en situation de fragilité ou de revenus modestes de bénéficier d'un revenu supplémentaire, de nombreux Français ne savent même pas qu'ils peuvent compter sur cette prime. Nous avons donc besoin de réfléchir à d'autres dispositifs. Et de ce point de vue-là, le gouvernement a annoncé la volonté de procéder à la fusion entre la prime pour l'emploi et ce qui est aujourd'hui le revenu de solidarité active chapeau, pour voir comment mettre en place une nouvelle prestation qui serait plus simple, plus lisible,
qui faciliterait et soutiendrait le retour à l'activité et bénéficierait en particulier aux jeunes qui aujourd'hui sont trop peu nombreux à bénéficier du RSA activité. C'est dans le cadre de cette réforme globale que donc nous pourrons, avec les départements, voir comment aller de l'avant, à la fois dans la répartition des compétences des uns et des autres et dans le renforcement des politiques d'insertion. Voilà, Monsieur le Sénateur, pourquoi le Premier ministre a annoncé la mise en place d'un groupe de travail rassemblant l'ensemble des collectivités et de l'État. Merci Madame la Ministre. La parole est à notre collègue Philippe Kaltenbach pour le groupe socialiste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Monsieur le ministre, depuis la privatisation du secteur autoroutier, les sociétés concessionnaires réalisent des bénéfices colossaux avec un risque minimum, pour ne pas dire nul. Au total, 15 milliards d'euros de dividendes ont ainsi été distribués entre 2006 et 2013. Le récent constat de l'autorité de la concurrence est sans appel. Je cite: « La rentabilité exceptionnelle des sociétés concessionnaires d'autoroutes, largement déconnectées de leurs coûts et disproportionnée par rapport au risque de leur activité, est assimilable à une rente. Pour 100 € de péage payés par l'usager, entre 20 et 24 représente un bénéfice net pour les concessionnaires. » Lors de la privatisation du secteur autoroutier par la droite, je le rappelle, en 2005-2006, j'estime que l'État a été doublement lésé. Une première fois, tout de suite, en percevant 15 milliards d'euros du produit de la vente de ses actions, alors que la Cour des comptes en a estimé le montant à 24 milliards. Une seconde fois, en s'engageant contractuellement dans des rapports largement déséquilibrés avec les sociétés autoroutières, qui ont, en plus, permis des augmentations de péages très supérieures à l'inflation. Je rappelle pour mémoire que la loi du 18 avril 1955 dispose que l'usage des autoroutes est en principe gratuit. Toutefois, et tout est dans le toutefois, un péage peut être institué afin d'assurer la couverture des dépenses liées à la construction, à l'exploitation ou à l'extension de l'infrastructure. Monsieur le ministre, vous le voyez, cette exception au principe de la gratuité des autoroutes profite désormais à des sociétés privées à la rentabilité maximale. Est-ce acceptable? Alors, que comptez-vous faire pour en finir avec cette situation que je juge proprement scandaleuse et, dans le même temps, dégager de nouveaux financements pour nos infrastructures de transport et limiter les tarifs des péages? Je vous remercie. Pour répondre, la parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Kaltenbach, vous avez raison. Le constat a été fait à la fois par la Cour des comptes, d'une part, et l'autorité de la concurrence. La privatisation des autoroutes en France s'est faite dans de bien mauvaises conditions pour nos concitoyens, en termes de prix d'une part, et en termes de tarifs. Alors, quelle est la situation? Un prix de vente qui, pour certains, est sous-évalué. Je pense que là, il faut rester prudent et les calculs doivent être faits. Une dynamique tarifaire qui, en tout cas, a été largement supérieure à l'inflation, 25% en 10 ans, ce qui est un point de préoccupation, et une politique de travaux qui ne peut être totalement satisfaisante. Je ne veux citer à cet égard qu'un exemple, celui du plan vert, qui était une belle idée, une bonne idée, qui avait été portée par M. Borloo en tant que ministre, mais qui avait été conduite ensuite par les sociétés d'autoroutes de manière relativement, si je puis dire, peu transparente, puisqu'elle avait consisté pour l'essentiel à faire des télépéages, qui, il est vrai, sont des travaux qui permettent de réduire les émissions à l'approche du péage, mais qui, de toute façon, auraient été faites par les mêmes sociétés d'autoroutes sans le dit plan. Et donc, toute la problématique, vous le voyez bien, c'est de créer les conditions de la transparence pour l'exercice des dits contrats, à la fois pour les tarifs, d'une part, mais aussi pour les travaux faits. Parce qu'il y a un enjeu de pouvoir d'achat et aussi un enjeu d'activité derrière ce sujet. C'est celui-ci que nous avons d'ailleurs eu en tête il y a quelques mois, lorsque nous avons proposé un plan
autoroutier avec Ségolène Royal afin de relancer en étendant la durée de certains contrats contre de nouveaux travaux et de porter à l'examen des services de la Commission ce dit plan. Alors que faire aujourd'hui pour améliorer le dispositif? Première chose, mettre en œuvre la recommandation de l'autorité de la concurrence, et c'est ce que nous vous proposerons dans le cadre du projet de loi pour la croissance et l'activité, qui consiste à étendre les compétences aujourd'hui de l'autorité de régulation des activités ferroviaires au transport routier. Et donc l'ARAF, aujourd'hui existante, verrait ses compétences élargies afin de garantir la transparence et à la fois la dynamique tarifaire et la dynamique de travaux des sociétés autoroutières. C'est mettre plus de transparence, de meilleures incitations dans l'exercice de ces 10 contrats. Ensuite, c'est d'être extrêmement vigilant dans le nouveau plan autoroutier que nous mettons en œuvre afin que précisément le bon équilibre soit pris en compte. Enfin, et je conclurai sur ce point, c'est en allant plus loin sur les révisions de formules de prix. L'autorité de la concurrence fait des propositions et les commissions développement durable, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée, y travaillent et nous pourrons enrichir le projet de loi pour l'activité et la croissance de ces propositions. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Louis Masson pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Vous avez la parole, mon cher collègue. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales. Madame la ministre, la France n'a pas les moyens d'accueillir toute la misère du monde. Cette citation de M. Rocard, à l'époque Premier ministre, est vraiment d'actualité aujourd'hui. Au moment où le déficit budgétaire est plus élevé que jamais, au moment où le gouvernement impose aux Français une cure d'austérité et un matraquage fiscal sans précédent, on ne peut plus accepter cet afflux d'étrangers qui viennent dans notre pays uniquement attirés par le fait de profiter du système des aides sociales, c'est-à-dire pour vivre à nos crochets. À juste titre, de nombreux pays européens ont réagi face à de tels abus. C'est notamment le cas de l'Allemagne, de la Belgique, du Danemark et de la Grande-Bretagne. Hélas, en France, le gouvernement a fait l'inverse, puisqu'il a même supprimé le ticket modérateur sur l'aide médicale aux étrangers. Financièrement, le bilan est terrifiant, puisque cette AME coûte 780 millions d'euros aux contribuables français chaque année. Est-il normal qu'un ouvrier français qui travaille dur pour être seulement payé au SMIC supporte, lui, la charge du ticket modérateur, alors qu'un étranger qui n'a jamais rien fait pour notre pays peut user et abuser de notre système médical sans dépenser un centime? Pour justifier son laxisme, le gouvernement prétend qu'il ne peut rien faire compte tenu des règles de l'Union européenne. Or, une décision de la Cour européenne de justice vient aujourd'hui de le placer devant ses responsabilités. En effet, la Cour européenne vient de donner tort à des Roumains fraîchement arrivés en Allemagne qui refusaient de travailler et qui essayaient, malgré tout, de profiter des aides sociales. Ces décisions confortent la pertinence des mesures de bon sens prises par l'Allemagne et par de nombreux autres pays européens. Madame la ministre, la France sera-t-elle le dernier pays d'Europe occidentale où on fait semblant d'ignorer le problème? Madame la ministre, oui ou non, le gouvernement va-t-il enfin se décider à réagir? Pour vous répondre, la parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Vous avez la parole, Madame la ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Masson, mais que de haine dans vos propos, que d'agressivité, que de stigmatisation et que d'excès. Franchement, je ne crois pas que ce soit en travestissant la réalité que vous convainquiez nos concitoyens. Parce que comment pouvez-vous dire que la France n'appliquerait pas des règles strictes en matière de prestations sociales, alors que nous sommes attentifs, comme d'autres pays européens, à faire en sorte que les prestations sociales soient clairement versées à ceux qui en ont besoin, alors que nous faisons en sorte aussi de nous assurer que les entreprises respectent le droit français lorsqu'elles recrutent des salariés qui parfois viennent d'autres pays et ne jugent pas utile de verser les cotisations qui correspondent à la sécurité sociale. Vous avez fait, monsieur le sénateur,
allusion à l'arrêt qui a été rendu hier par la Cour de justice de l'Union européenne. Que dit cet arrêt? Que les États européens, et la France parmi ces États, peuvent appliquer des règles strictes en matière de prestations sociales, qu'elles peuvent exiger pour verser des prestations sociales, que les étrangers ressortissants de l'Union européenne qui sont sur le sol d'un État autre que le leur y soient présents dans des conditions régulières et y pratiquent une activité ou en tout cas aient des ressources suffisantes pour vivre. Ce sont exactement les règles qu'impose la France pour verser des prestations sociales comme par exemple, puisque nous l'évoquions il y a un instant, le revenu de solidarité active à des étrangers de l'Union européenne vivant en France. Vous évoquez ensuite, monsieur le sénateur, l'aide médicale d'État. Eh bien, je peux vous dire que l'aide médicale d'État, qui est versée à des étrangers en situation irrégulière lorsqu'ils ont besoin de se faire soigner ou qui est versée aux professionnels de santé et aux hôpitaux, nous permet de mieux contrôler la situation sanitaire de notre pays. Et si nous ne voulons pas que des maladies contagieuses puissent se développer sur le territoire, nous avons aussi besoin d'assurer la santé de ceux qui se trouvent en France, au-delà même de l'exigence d'humanité. Monsieur le sénateur, ce n'est pas en stigmatisant que vous ferez progresser le débat et nous avons la volonté d'appliquer le droit, tout le droit, de manière ferme mais de manière juste. Merci. Mes chers collègues, nous en avons fini avec les questions d'actualité. Voilà pour cette séance des questions d'actualité au gouvernement. Merci de l'avoir suivi en direct sur notre antenne. On se retrouve tout de suite avec nos invités pour refaire ensemble la séance. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat après la séance des questions d'actualité au gouvernement. Ensemble, on va revenir sur les différents thèmes souhaités aujourd'hui par les sénateurs pour interpeller le gouvernement. On va réentendre certaines des réponses du Premier ministre et des ministres, notamment